Élise, épuisée, était assise par terre dans le couloir de service de la résidence Lumière, des larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle serrait la lettre de l'assistante sociale. Mathieu Delacroix, le millionnaire propriétaire du Penthouse, passa par là une nuit pluvieuse, et la vie. Quelque chose d'inexplicable s'éveilla en lui. Il n'aurait jamais imaginé que cette simple rencontre changerait sa vie à jamais. Ne manquez pas d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous maintenant et laissez votre like pour soutenir notre chaîne. La pluie battante de novembre s'abattait sur les toits de Paris, transformant les rues pavées du 7e arrondissement en rivières miroitantes. Dans le hall majestueux de la résidence Lumière, Mathieu Delacroix secouait son parapluie Hermès, les gouttes d'eau éclaboussant le marbre italien. 23h12. Il n'aurait pas dû être là. Son vol en provenance de Genève avait été avancé en raison des intempéries, et maintenant, trempé jusqu'aux os malgré son costume Brioni sur mesure, il regrettait presque d'avoir quitté la Suisse. Presque. Les négociations pour l'acquisition de cette start-up spécialisée en intelligence artificielle l'avaient épuisé, et même sa suite au beau rivage n'avait pas réussi à lui procurer le repos nécessaire. C'est alors qu'il l'entendit. Un son à peine perceptible, comme un souffle brisé provenant du corridor de service. Dans le silence feutré du hall désert, ce sanglot étouffé résonnait comme un appel dans la nuit. Mathieu hésita. Les affaires des employés ne le concernaient pas. C'était une règle qu'il s'était imposée depuis longtemps. Les émotions n'avaient pas leur place dans le monde des affaires. Pourtant, ses pas le portèrent instinctivement vers le couloir de service. La lumière des néons clignotait faiblement, projetant des ombres vacillantes sur les murs blancs. Et là, assise sur un petit banc métallique entre un chariot de ménage et des seaux alignés, il la vit. Élise Moreau. Il connaissait son nom uniquement parce qu'il avait l'habitude de mémoriser celui de tous les employés. Une autre règle qu'il s'était fixée pour maintenir un semblant de contrôle sur son environnement. Elle était là. Ses cheveux châtains attachés en un chignon désordonné, son uniforme gris impeccablement repassé, contrastant avec le tremblement de ses épaules. Dans sa main, elle tenait une lettre froissée. Ses doigts la serraient aussi fort que le papier semblait sur le point de se déchirer. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, et dans la lumière crue des néons, Mathieu fut frappé par la dignité qui émanait d'elle, même dans ce moment de vulnérabilité absolue. Ce fut peut-être cette dignité, ou peut-être le souvenir fugace de sa propre mère, pleurant dans la cuisine familiale le jour où le scandale avait éclaté, qui le poussa à faire quelque chose qu'il ne faisait jamais, s'impliquer. Mademoiselle Moreau, sa voix, habituellement assurée, sortit plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Élise sursauta, essuyant précipitamment ses larmes d'un revers de main. « Monsieur Delacroix, je suis désolé, je ne vous avais pas entendu. Je vais immédiatement reprendre mon travail. » Elle tenta de se lever, mais ses jambes semblaient ne plus vouloir la porter. La lettre glissa de ses mains tremblantes et atterrit aux pieds de Mathieu. Sans réfléchir, il se pencha pour la ramasser, et son regard capta malgré lui les en-têtes officielles des services sociaux. Leurs yeux se croisèrent dans la pénombre du corridor. Pour la première fois depuis des années, Mathieu Delacroix sentit quelque chose se fissurer dans la carapace qu'il s'était forgée. Dans les yeux d'Élise, il ne vit pas la déférence habituelle des employés, ni la peur qu'il inspirait souvent. Il y vit quelque chose de bien plus rare et précieux, une âme blessée qui, malgré tout, refusait de se briser. « Gardez-la » murmura Élise alors que Mathieu tenait toujours la lettre entre ses doigts. « Ce n'est qu'un bout de papier qui confirme ce que je savais déjà. » Sa voix, malgré son tremblement, portait une force tranquille qui contrastait avec ses larmes à peine séchées. Mathieu regarda la lettre, puis la jeune femme. Dans la pénombre du couloir de service, le temps semblait suspendu. Il aurait dû partir, regagner son Penthouse, oublier cet instant de faiblesse. Mais quelque chose dans l'attitude d'Élise, peut-être sa façon de redresser les épaules, malgré l'adversité, le retint. « Vous permettez » demanda-t-il, désignant le banc métallique. Sans attendre sa réponse, il s'assit, son costume de haute couture incongrument luxueux dans ce décor austère. Parfois, les mots les plus lourds sont ceux qu'on porte seul. Élise le dévisagea.
surprise par ce geste inattendu. « Monsieur Delacroix, vous n'avez pas... » « Je sais, » la coupa-t-il doucement. « Je n'ai pas à faire beaucoup de choses, mais ce soir, je choisis d'écouter. » Un silence s'installa, rompu uniquement par le bourdonnement des néons et le martèlement lointain de la pluie. Puis, comme un barrage qui cède sous la pression, les mots d'Élise commencèrent à couler. « Mon frère, Lucas, il n'a que 14 ans. Depuis la mort de notre mère, je suis tout ce qui lui reste. Je travaille ici la nuit, je fais des ménages dans des bureaux le matin, j'essaie de jongler avec mes études. Mais apparemment, ce n'est pas assez. » Elle eut un rire amer. « Les services sociaux estiment que notre situation est précaire. Ils menacent de le placer en foyer si je ne peux pas prouver des conditions de vie stables d'ici 3 mois. » Mathieu sentit son cœur se serrer. Lui qui gérait des millions d'euros quotidiennement, qui négociait des contrats à l'international, se trouvait soudain confronté à une réalité bien différente de la sienne. « Et vos études ?» demanda-t-il, se souvenant d'avoir lu dans son dossier qu'elle était inscrite à l'université. « Licence de lettres à Paris 8, » répondit-elle avec un petit sourire triste. « J'ai dû mettre en pause. On ne peut pas payer un loyer avec Baudelaire et Victor Hugo. Pourtant, ils ont changé le monde avec leurs mots, » répliqua Mathieu, surprenant Élise et lui-même par cette remarque. « Vous lisez Hugo ?» s'étonna-t-elle. « Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire, » cita-t-il. « Ma mère me lisait Les Misérables quand j'étais enfant. Avant que... » Il s'interrompit brusquement, conscient d'en avoir trop dit. Élise l'observa avec une nouvelle attention, comme si elle découvrait une autre personne derrière le masque du millionnaire. « C'est étrange, » dit-elle doucement. « Comme parfois la vie nous pousse à devenir ce que nous ne voulions pas être. » Ces mots touchèrent Mathieu plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il se leva, lissant machinalement son costume. « Mademoiselle Moreau, » dit-il d'une voix qui avait retrouvé son assurance habituelle, « j'aimerais vous faire une proposition. » Elle se raidit instantanément. « Monsieur Delacroix, je ne peux pas accepter. Vous ne savez même pas ce que je vais proposer. » L'interrompit-il avec un léger sourire. « Je cherche quelqu'un pour organiser la bibliothèque de mon penthouse. Des années de livres accumulés sans classement. Ce serait quelques heures par semaine, en plus de votre travail actuel, bien sûr. Et, il hésita un instant, le salaire serait suffisant pour prouver aux services sociaux que votre situation est stable. » Élise le regarda longuement, cherchant le piège dans cette offre inattendue. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Mathieu réfléchit un instant. « Parce que parfois, mademoiselle Moreau, la vie nous donne l'occasion de devenir ce que nous voulions être. » Le penthouse de Mathieu Delacroix occupait les 2 derniers étages de la résidence Lumière. Élise y était déjà venue pour le ménage, mais jamais elle n'avait eu le temps d'admirer vraiment la bibliothèque qui s'étendait sur tout un mur du salon principal, du sol au plafond. Ce matin-là, une semaine après leur conversation dans le couloir de service, elle se tenait devant l'impressionnante collection, un carnet à la main. Le soleil d'hiver filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les reliures de cuir et les dos dorés des volumes. « Je vous laisse carte blanche pour l'organisation », annonça Mathieu, qui venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte, une tasse de café à la main. Il portait un costume 3 pièces gris anthracite qui lui donnait l'air encore plus imposant que d'habitude. « Voulez-vous un café ?»« Non, merci », répondit-elle poliment, encore mal à l'aise dans ce nouveau rôle. Elle portait une robe simple mais élégante, achetée spécialement pour l'occasion, un compromis entre sa fierté et la nécessité de s'adapter à ce nouvel environnement. « Comme vous voudrez », il s'approcha des étagères. Certains de ces livres appartenaient à ma grand-mère, d'autres, je les ai collectionnés au fil des années, mais je dois avouer que depuis... Il s'interrompit, comme souvent lorsqu'il s'approchait trop près de ses souvenirs personnels. Élise effleura du bout des doigts une édition rare des Fleurs du Mal. « C'est une première édition ?» demanda-t-elle, fascinée. « Vous avez l'œil, sourit-il. Un cadeau de ma mère pour mes 16 ans. Elle disait toujours que les vrais trésors ne sont pas dans les coffres forts, mais sur les étagères. » Leurs regards se croisèrent un instant, et Élise y vit une lueur de mélancolie qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Elle devait être une femme remarquable, » dit-elle doucement. Elle l'était. Sa voix était à peine audible, puis, se reprenant,
Je dois partir pour une réunion. Prenez tout le temps nécessaire. Louise, ma gouvernante, est là si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Élise l'arrêta. « Monsieur Delacroix ?» Il se retourna. « Oui, merci. Pas seulement pour le travail, mais pour... » Elle chercha ses mots. « Pour faire confiance à une inconnue avec vos trésors. » Un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. « Vous n'êtes pas une inconnue, mademoiselle Moreau. Vous êtes la personne qui pleure en lisant du Victor Hugo pendant ses pauses. » Elle rougit violemment. « Vous m'aviez vu ? Plus d'une fois. C'est rare les gens qui pleurent encore sur la mort de Gavroche. » Sur ces mots, il quittait la pièce, laissant Élise seule avec ses pensées et des milliers de livres. Les heures suivantes passèrent comme dans un rêve. Élise cataloguait, organisait, découvrait. Chaque livre semblait raconter non seulement son histoire, mais aussi celle de ses propriétaires. Des notes dans les marges, des pages cornées, des marque-pages oubliées. Autant de traces d'une vie qu'elle commençait à entrevoir. Dans un exemplaire des Contemplations, elle trouva une photo jaunie, une femme élégante tenant un petit garçon par la main devant la tour Eiffel. Au dos, une écriture délicate, Mathieu et maman, printemps 1995. Elle replaça soigneusement la photo là où elle l'avait trouvée, consciente d'avoir aperçu un fragment de cette vie que Mathieu gardait si soigneusement verrouillé. Le soir venu, alors qu'elle terminait le classement de la section poésie, Louise vint lui apporter un thé. « Il n'est jamais resté si longtemps au bureau », remarqua la gouvernante en déposant la tasse. « D'habitude, il rentre toujours vérifier sa bibliothèque pendant sa pause déjeuner. » Élise leva les yeux de son inventaire. « Il a peur que je dérange ses livres ?» Louise eut un petit rire. « Au contraire, ma petite, je crois qu'il a peur de vous déranger, vous. » Les semaines passèrent, rythmées par le bruissement des pages et le tintement des tasses de thé. Chaque mardi et jeudi après-midi, Élise montait au Penthouse pour poursuivre son travail de classement. Ce qui avait commencé comme une simple tâche d'organisation s'était transformé en une sorte de voyage littéraire à travers la vie des Delacroix. Un jour de décembre particulièrement froid, alors qu'elle travaillait sur la section des romans russes, Mathieu rentra plus tôt que d'habitude. Il portait son manteau couvert de neige et tenait un paquet enveloppé de papier Kraft. « J'ai trouvé ceci chez un bouquiniste du Marais », dit-il sans préambule, lui tendant le paquet. « J'ai pensé à vous. » Élise défit délicatement l'emballage pour découvrir une édition ancienne des Lettres à un jeune poète de Rilke. Ses yeux s'illuminèrent. « C'est la traduction de Bernard Grasset. »« Celle dont vous parliez la semaine dernière, » confirma-t-il. « Vous mentionniez que c'était votre livre préféré pendant vos années d'université. » Elle caressa la couverture usée, touchée qu'il ait retenu ce détail. « Je ne peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Considérez cela comme un bonus pour l'excellent travail que vous faites ici, » l'interrompit-il. Puis, après une hésitation, « Comment va votre frère ?» Le visage d'Élise s'éclaira. « Beaucoup mieux. Les services sociaux ont été satisfaits de mes nouveaux justificatifs de revenus. Lucas peut rester avec moi. » Elle serra le livre contre elle. « C'est grâce à vous. »« Non, » dit-il doucement. « C'est grâce à votre détermination. Je n'ai fait que faciliter les choses. » Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par le crépitement du feu dans la cheminée. Dehors, la neige continuait de tomber sur Paris, transformant la ville en un tableau impressionniste. « Vous devriez rentrer avant que le métro ne soit bloqué, » suggéra finalement Mathieu. « Je peux faire appeler mon chauffeur si vous voulez. »« Ce n'est pas nécessaire, » sourit-elle. « J'aime marcher sous la neige, ça me rappelle les hivers de mon enfance en Normandie. » Il la regarda rassembler ses affaires, hésitant visiblement à dire quelque chose. Finalement, « Il y a une exposition sur les manuscrits originaux de Victor Hugo à la Bibliothèque nationale la semaine prochaine. Je dois y assister pour une réception de la Fondation Lumière. » Il s'éclaircit la gorge. « Peut-être que cela vous intéresserait de m'accompagner, en tant que consultante littéraire, bien sûr. » Élise sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « Je ne sais pas si... C'est une proposition professionnelle, » ajouta-t-il rapidement, peut-être trop rapidement. « Votre expertise serait précieuse. » Elle le regarda un long moment, pesant sa réponse. « D'accord, » dit-elle finalement. En tant que consultante littéraire, alors qu'elle se dirigeait vers la porte, il l'arrêta une dernière fois
Élise, c'était la première fois qu'il utilisait son prénom. La robe de soirée est de rigueur. Passez voir Louise demain, elle s'occupera de tout. Monsieur Delacroix, je ne peux pas. Mathieu, la coupa-t-il, si nous devons travailler ensemble à cet événement, appelez-moi Mathieu. Et cette nuit-là, en rentrant chez elle dans les rues enneigées de Paris, Élise serra le livre de Rilke contre son cœur, sentant que quelque chose d'important était en train de changer dans sa vie. Dans leur petit appartement de Saint-Denis, elle trouva Lucas endormi sur ses devoirs de mathématiques. En le bordant, elle murmura doucement « Les miracles existent encore, petit frère ». À quelques kilomètres de là, dans son penthouse de la résidence Lumière, Mathieu se tenait devant sa bibliothèque, un verre de whisky à la main. Ses doigts effleurèrent l'espace vide, laissé par le livre de Rilke. Et pour la première fois depuis des années, il se surprit à sourire sans raison. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Lucas, assis en tailleur sur le lit d'Élise, tandis qu'elle essayait la robe que Louise avait fait livrer le matin même. Une création haute couture d'un bleu nuit profond, aussi élégante qu'intimidante. « C'est professionnel, » répondit Élise, ajustant les plis du tissu soyeux. « Une simple soirée à la Bibliothèque nationale pour voir des manuscrits de Victor Hugo. »« Bien sûr, » ricana son frère avec la perspicacité agaçante des adolescents. « C'est pour ça que tu te regardes dans le miroir depuis 1 heure. » Elle lui lança un coussin qu'il esquiva en riant. « Tu passes trop de temps avec Madame Dubois, » dit-elle, faisant référence à leur voisine un peu trop curieuse. « Et toi, tu passes beaucoup de temps dans un certain penthouse, » répliqua-t-il avec un clin d'œil. Élise s'assit à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Lucas, écoute-moi. Monsieur Delacroix, Mathieu, il m'a offert une chance inespérée. Grâce à ce travail supplémentaire, nous pouvons rester ensemble. Mais ça s'arrête là. Tu rougis quand tu dis son prénom, » observa malicieusement Lucas. « Va faire tes devoirs, » soupira-t-elle, mais son sourire trahissait son amusement. Pendant ce temps, à la résidence Lumière, Mathieu n'était pas plus serein. Debout devant son dressing-room, il ajustait pour la énième fois son nœud papillon. « Monsieur va finir par l'user à force de le refaire », commenta Louise en entrant avec une tasse de café. « Comment va-t-elle » demanda-t-il abruptement. « La robe lui va à merveille », répondit la gouvernante avec un sourire entendu. « Élise a une élégance naturelle qui n'a rien à voir avec le prix du tissu. » Mathieu se figea au moment où Louise prononça le prénom d'Élise. « Ce n'est pas, » commença-t-il. « Pas quoi, monsieur ?» l'interrompit doucement Louise. « Pas convenable, pas raisonnable, ou pas ce que votre père attendrait de vous. » Il se tourna vers elle, surpris par son audace. Louise l'avait pratiquement élevée après le départ de sa mère, et elle était la seule qui osait encore lui parler ainsi. « Mon père n'a plus son mot à dire dans mes décisions, » répondit-il sèchement. « Alors pourquoi continuez-vous à vivre comme s'il l'avait ?» La question flotta dans l'air comme un défi. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un message d'Élise. « Je suis prête. Merci pour la robe. Elle est magnifique. Trop, peut-être. » Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Comment lui dire que rien ne serait jamais trop beau pour elle? Comment exprimer que depuis qu'elle avait commencé à travailler dans sa bibliothèque, les livres semblaient avoir retrouvé leur âme? Finalement, il tapa simplement « La voiture sera là dans 1 heure ». Louise l'observait toujours. « Vous savez, monsieur, votre mère disait toujours que les plus belles histoires sont celles qu'on n'ose pas lire. Ma mère lisait trop de romans, » marmonna-t-il. « Et vous n'en lisez plus assez, » répliqua-t-elle avant de sortir, laissant Mathieu seul avec ses pensées. Il s'approcha de la fenêtre. Paris s'illuminait doucement dans le crépuscule d'hiver, les lumières de la ville se reflétant sur la Seine comme autant d'étoiles tombées du ciel. Dans quelques heures, il serait à la Bibliothèque nationale, entouré de l'élite parisienne, des manuscrits précieux, et d'elle. L'idée le terrifiait autant qu'elle l'exaltait. Son regard tomba sur une photo encadrée sur son bureau, lui enfant avec sa mère devant la tour Eiffel, la même photo qu'Élise avait trouvée dans Les Contemplations. Sa mère souriait à l'objectif avec cette joie pure qui la caractérisait, avant que le scandale ne brise leur famille. « Tu avais peut-être raison, maman », murmura-t-il. « Parfois, les plus grands trésors ne sont pas dans les coffres forts.
La Bibliothèque nationale de France resplendissait ce soir-là. Les lustres anciens projetaient une lumière dorée sur les boiseries centenaires, et les vitrines spécialement installées pour l'exposition des manuscrits de Victor Hugo brillaient comme des écrins de cristal. Élise se tenait au pied du grand escalier, le cœur battant. La robe bleue épousait parfaitement sa silhouette, et ses cheveux, relevés en un chignon élégant, dévoilaient la finesse de sa nuque. Plusieurs invités la dévisageaient déjà avec curiosité, se demandant sans doute qui était cet inconnu qui osait arriver seul à un tel événement. Mademoiselle Moreau. Elle se retourna au son de cette voix familière. Mathieu se tenait là, magnifique dans son smoking noir, une lueur indéfinissable dans le regard. Pendant un instant, ils restèrent immobiles, comme si le temps s'était suspendu dans le hall majestueux. « Vous êtes... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « La robe vous va parfaitement. Merci, murmura-t-elle. Pour tout. » Il lui offrit son bras avec une élégance naturelle. « Shall we » dit-il en anglais, puis se reprenant avec un sourire. « Je veux dire, allons-y » Ils gravirent ensemble les marches de marbre, et Élise sentit les regards se faire plus insistants. Une femme d'un certain âge, parée de bijoux étincelants, les arrêta au premier palier. « Mathieu, mon cher, quelle divine surprise !» Son parfum capiteux envahit l'espace alors qu'elle l'embrassait sur les joues. « Et qui est cette charmante jeune personne ?»« Madame de Saint-Brevin, je vous présente Mademoiselle Moreau, ma consultante littéraire. »« Consultante littéraire ?» La femme haussa un sourcil parfaitement épilé. « Comme c'est original. »« Mademoiselle Moreau est une spécialiste de Victor Hugo, » continua Mathieu d'une voix ferme. « Son expertise est inestimable pour la Fondation. » Élise s'inclina légèrement. « C'est un honneur, madame. J'ai beaucoup entendu parler de votre collection de premières éditions. » Le visage de madame de Saint-Brevin s'illumina. « Oh, vous êtes au courant? J'ai récemment acquis un Baudelaire dédicacé. À Théophile Gautier, n'est-ce pas ?» compléta Élise. « Une pièce remarquable. » La vieille dame la regarda avec un nouveau respect. « Ma chère, il faudra absolument que vous veniez voir ma bibliothèque un jour. » Alors qu'il s'éloignait, Mathieu se pencha vers Élise. « Impressionnant. Vous venez de conquérir l'une des femmes les plus redoutables du tout Paris. »« J'ai fait mes devoirs, » sourit-elle, « et puis les livres sont un langage universel. » La soirée se déroula comme dans un rêve. Ensemble, ils passèrent d'une vitrine à l'autre, s'extasiant devant les manuscrits originaux des Misérables, des Contemplations et de Notre-Dame de Paris. Élise s'animait devant chaque document, pointant des détails fascinants dans les marges, décryptant les ratures et les ajouts de l'auteur. « Regardez ici », dit-elle avec enthousiasme, désignant une page particulièrement annotée. « On voit comment Hugo a construit le personnage de Jean Valjean, couche après couche. Ces notes dans la marge, c'est comme assister à la naissance d'une âme. » Mathieu l'observait, captivé non pas tant par les manuscrits que par la passion qui illuminait son visage. Dans la lumière tamisée de la bibliothèque, avec ses yeux brillants et ses joues légèrement rosies par l'excitation, elle était tout simplement radieuse. « Vous transformez les mots en magie, » murmura-t-il. Elle leva les yeux vers lui, surprise par l'intensité de son regard. « Ce n'est pas moi, » dit-elle doucement. « C'est Hugo qui... »« Non, » l'interrompit-il, « c'est vous. Vous donnez vie à ces pages, comme vous avez donné vie à ma bibliothèque. » Un silence chargé d'émotion s'installa entre eux. Au loin, un quatuor à cordes commença à jouer une valse de Chopin. Les autres invités semblaient avoir disparu, comme si le monde s'était rétréci à cette bulle d'intimité qu'ils partageaient devant les manuscrits jaunis par le temps. « Mathieu !» commença Élise, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Mathieu ! Mon vieux !» Une voix forte brisa leur moment. Un homme d'une quarantaine d'années, le visage rougi par le champagne, s'approchait d'eux à grands pas. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu sors enfin de ta tanière ?»« Antoine ?» répondit Mathieu, sa voix retrouvant instantanément sa froideur habituelle. « Je ne savais pas que tu serais là. »« Oh, tu sais bien que je ne rate jamais une soirée de la Fondation, » répondit Antoine en les rejoignant. Son regard s'attarda sur Élise avec une curiosité peu subtile. « Et qui est cette ravissante personne ?»« Mademoiselle Moreau, ma consultante littéraire, » présenta Mathieu avec une certaine raideur.
Élise, voici Antoine Verneuil, un ancien ami de la famille. Le mot ancien résonna comme une porte qui se ferme. Antoine ne sembla pas s'en formaliser. Consultante littéraire, les temps changent. Ton père n'aurait jamais... Mon père n'est plus là, coupa sèchement Mathieu. Un silence pesant s'installa. Élise sentit la tension monter entre les deux hommes comme un orage qui s'approche. Antoine reprit, son sourire devenant légèrement moqueur. En parlant de ton père, j'ai croisé Charlotte l'autre jour. Tu sais, elle demande souvent de tes nouvelles. Mathieu se raidit visiblement. Élise le vit serrer imperceptiblement les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. « Si vous voulez bien nous excuser, » intervint-elle avec une grâce inattendue, « Monsieur Delacroix doit rencontrer Madame de Saint-Brevin pour discuter d'une acquisition importante. » Antoine s'inclina, amusé. « Bien sûr, bien sûr. Mathieu, nous devrions dîner un de ces jours, pour parler du bon vieux temps. » Dès qu'il se fut éloigné, Élise sentit Mathieu se détendre légèrement. « Merci, » murmura-t-il. « Voulez-vous sortir prendre l'air ?» proposa-t-elle doucement. Il acquiesça, reconnaissant. Ils se dirigèrent vers le balcon qui surplombait la cour intérieure. L'air frais de la nuit leur fit du bien. En contrebas, la fontaine murmurait doucement, et les lumières de Paris scintillaient au loin. « Je suis désolé, » dit finalement Mathieu. « Antoine a le don de réveiller certains souvenirs. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit Élise. Elle hésita un instant, puis ajouta « Parfois, les souvenirs sont comme les livres. Certains doivent rester fermés jusqu'à ce qu'on soit prêt à les relire. » Il la regarda avec surprise, touché par la justesse de sa métaphore. « Vous avez une façon unique de voir les choses. C'est ce que ma mère disait toujours, » sourit-elle avec une pointe de mélancolie. Elle était professeure de littérature avant. Sa voix s'éteignit. « Avant quoi ?» demanda-t-il doucement. « Avant la maladie. » Elle se tourna vers la ville illuminée. Elle disait que les livres étaient des phares dans la nuit, qu'ils nous guidaient quand on était perdu. Mathieu s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, malgré l'air froid. « Et vous, Élise, êtes-vous perdue ?» Elle leva les yeux vers lui. Dans la pénombre du balcon, son visage semblait plus doux, plus vulnérable. « Je ne sais plus, » avoua-t-elle dans un souffle. « Ces derniers temps, tout semble différent. » Différent comment? Comme si... Elle chercha ses mots. Comme si je lisais une histoire dont je ne connais pas la fin. Une histoire qui me fait peur et m'attire en même temps. Il tendit la main, effleurant à peine sa joue. Certaines histoires valent la peine d'être lues jusqu'au bout, même si elles nous font peur. Le son d'applaudissements venant de l'intérieur les ramena brusquement à la réalité. Le conservateur allait commencer son discours sur les manuscrits. « Nous devrions rentrer, » dit Élise, reculant légèrement. « Oui, » répondit Mathieu, laissant retomber sa main. « Nous devrions. » Mais alors qu'ils regagnaient la salle principale, quelque chose avait changé, comme si une page avait été tournée, ouvrant un nouveau chapitre de leur histoire. Le lendemain matin, Élise fixait sa tasse de café refroidi dans la petite cuisine de son appartement. Les événements de la veille tournaient dans sa tête comme les pages d'un livre qu'on feuillette trop vite. Alors, c'était comment? La voix de Lucas la fit sursauter. Son frère se tenait dans l'encadrement de la porte, déjà en uniforme pour le lycée. C'était... Elle chercha ses mots. Intéressant. Intéressant? Il leva les yeux au ciel. Tu rentres à 2 heures du matin avec une robe qui coûte probablement plus que notre loyer annuel, après avoir passé la soirée avec un millionnaire à la Bibliothèque nationale, et tout ce que tu trouves à dire, c'est intéressant? Elle lui lança un torchon qui l'attrapa en riant. « Tu passes définitivement trop de temps avec Madame Dubois. Et toi, tu passes beaucoup de temps à éviter mes questions ?» répliqua-t-il avec une perspicacité qui la désarçonna. « Tu sais, grande sœur, tu as le droit d'être heureuse. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Ce n'est pas si simple, Lucas. Pourquoi? Parce qu'il est riche? Parce qu'il vit dans un penthouse? Maman disait toujours que les vraies différences ne sont pas dans les comptes en banque, mais dans les cœurs. » Élise se leva pour l'enlacer. « Depuis quand es-tu devenue si sage? » « Depuis que ma grande sœur a recommencé à sourire, » répondit-il simplement avant de partir pour le lycée. Pendant ce temps, dans son bureau du siège social de Delacroix Technologies, Mathieu fixait sans le voir l'écran de son ordinateur.
Les rapports financiers qu'il devait examiner restaient lettres mortes. Son esprit revenait sans cesse à la soirée précédente, au balcon, à Élise. Un coup discret à sa porte le tira de sa rêverie. « Entrez. »« Monsieur, » dit sa secrétaire, « Madame de Saint-Brevin au téléphone. Elle insiste. » Mathieu soupira. « Passez-la-moi. » Il attrapa le combiné. « Madame de Saint-Brevin, que puis-je ?»« Mon cher, » le coupa la vieille dame, « votre consultante littéraire est un véritable trésor. Sa connaissance de Baudelaire est impressionnante et sa façon de parler des manuscrits rafraîchissante. Où l'avez-vous déniché ? » Elle, il hésita. « C'est une longue histoire. Les meilleurs le sont toujours, » répondit-elle avec un petit rire. « En tout cas, j'organise un dîner la semaine prochaine pour quelques passionnés de littérature. J'aimerais beaucoup que vous veniez tous les deux. Je ne suis pas sûr que... » « Mathieu, » l'interrompit-elle d'une voix soudain plus sérieuse, « je connaissais bien votre mère, vous le savez. Elle aurait été heureuse de voir que vous avez enfin trouvé quelqu'un qui partage sa passion pour les livres. » Il serra le combiné plus fort. « Ce n'est pas ce que vous croyez. »« Non ?» Le ton était malicieux. « Alors pourquoi n'avez-vous pas quitté mademoiselle Moreau des yeux de toute la soirée ?» Après avoir raccroché, Mathieu resta longtemps immobile. Sur son bureau, à côté des rapports financiers et des contrats en attente, se trouvait un exemplaire des Lettres à un jeune poète, de Rilke. Il l'avait acheté la veille, le même que celui offert à Élise. Presque malgré lui, il l'ouvrit et commença à lire. Les mots semblaient avoir un sens nouveau, comme si la voix d'Élise les lui murmurait doucement. Son téléphone vibra. Un message d'elle. « Je voulais vous remercier encore pour hier soir. » Les manuscrits étaient magnifiques. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Tant de choses à dire, et pourtant les mots lui manquaient, à lui qui gérait des millions avec une simple signature. Finalement, il écrivit « C'est moi qui vous remercie. Vous avez donné vie aux pages. » La réponse ne tarda pas. « N'est-ce pas ce que font les consultantes littéraires ?» Il sourit. « Pas comme vous. » Dans son petit bureau de la bibliothèque publique où elle travaillait à mi-temps, Élise fixait ces deux mots sur son écran, son cœur battant un peu plus vite qu'il n'aurait dû. Un étudiant s'approcha pour lui demander un livre, la ramenant à la réalité. « Excusez-moi, » dit le jeune homme, « je cherche Les Misérables. » Elle se leva, reconnaissante pour cette distraction. « Suivez-moi !» En guidant l'étudiant vers les rayonnages, elle ne put s'empêcher de penser que sa vie ressemblait de plus en plus à un roman dont elle n'était plus sûre de vouloir connaître la fin. Une semaine s'était écoulée depuis la soirée à la Bibliothèque nationale. Une semaine pendant laquelle Élise et Mathieu avaient maintenu une distance professionnelle polie, échangeant des messages sur le catalogage de la bibliothèque et évitant soigneusement de mentionner cette soirée sur le balcon. Ce matin-là, Élise travaillait dans le penthouse quand Louise entra, l'air préoccupé. « Ma petite, il faut que je vous parle. » Élise descendit de l'escabeau où elle était perchée, un volume des œuvres complètes de Proust dans les mains. « Quelque chose ne va pas ? » « C'est Lucas, » dit Louise. « Il est en bas, dans le hall. » Lucas, le cœur d'Élise fit un bond. Son frère ne venait jamais ici. « Que se passe-t-il » Elle descendit précipitamment pour trouver son frère assis dans un des fauteuils luxueux du hall, son uniforme de lycée froissé et une expression indéchiffrable sur le visage. « Lucas, tu devrais être en cours. Qu'est-ce qui... »« J'ai été accepté, » la coupa-t-il, brandissant une lettre. « Le programme d'échange scientifique à Londres. Celui dont je t'avais parlé il y a des mois. Ils m'ont accepté. » Élise resta sans voix. Lucas avait postulé à ce programme prestigieux presque sur un coup de tête, sans vraiment y croire. Une année d'études dans un des meilleurs lycées scientifiques de Londres, une opportunité extraordinaire, mais c'est merveilleux, dit-elle finalement, s'efforçant de sourire. Mais le coup, c'est pour ça que je suis là, dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Mathieu se tenait dans l'entrée, son manteau encore sur les épaules. Il devait rentrer d'une réunion. La Fondation Lumière, continua-t-il, offre des bourses d'excellence pour les jeunes scientifiques prometteurs. J'ai vu la candidature de Lucas passer sur mon bureau ce matin. Vous saviez, balbutia Élise. Je sais reconnaître le talent quand je le vois, répondit-il simplement. Lucas a un don pour les mathématiques. Son dossier est impressionnant. Je ne peux pas accepter, dit-elle immédiatement.
C'est trop. Ce n'est pas à vous d'accepter ou de refuser, l'interrompit doucement Mathieu. C'est à Lucas. La bourse couvre tous les frais, scolarité, logement, voyage. C'est son talent qui lui a valu cette opportunité. Pas vous, pas moi. Lucas regardait sa sœur avec des yeux suppliants. Élise, c'est mon rêve, mais je ne partirai pas si tu ne veux pas. Je sais que depuis que maman... Tais-toi, dit-elle en le prenant dans ses bras. Bien sûr que tu vas partir. Maman aurait été si fière. Mathieu les observait en silence, touché par cette étreinte qui disait tant de choses. Quand Élise se tourna vers lui, ses yeux brillaient de larmes contenues. « Merci, murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas, répondit-il. C'est la fondation qui... »« Non, le coupa-t-elle. Merci d'avoir compris, merci d'avoir vu son potentiel, merci de... » Sa voix se brisa légèrement. Sans réfléchir, il fit un pas vers elle, comme pour la prendre dans ses bras. Puis il se ravisa, conscient de la présence de Lucas et de Louise qui les observaient. « Montons dans la bibliothèque, dit-il finalement. Il y a des détails pratiques à discuter. Louise, pourriez-vous nous faire du thé ?» Dans l'ascenseur qui les menait au Penthouse, le silence était chargé d'émotions non dites. Lucas regardait tour à tour sa sœur et Mathieu, un petit sourire aux lèvres. « Vous savez, dit-il soudain, ma mère disait toujours que les anges gardiens ne ressemblent jamais à ce qu'on imagine. » Lucas, le réprimanda Élise, rougissant. Mais Mathieu sourit. « Ta mère devait être une femme sage. »« Elle l'était, » répondit Lucas. « Comme Élise. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le penthouse. La lumière du jour inondait la bibliothèque, faisant briller les reliures des livres comme autant de promesses d'avenir. Élise regarda autour d'elle, réalisant soudain que cet endroit, qui lui avait semblé si intimidant au début, était devenu une sorte de refuge. « Vous savez, » dit doucement Mathieu, comme s'il lisait dans ses pensées, « certains livres nous choisissent autant que nous les choisissons. » Elle le regarda, comprenant qu'il ne parlait pas vraiment de livres. « Et certaines histoires nous mènent exactement là où nous devions aller, » répondit-elle dans un murmure. Le dîner chez Madame de Saint-Brevin était prévu pour le lendemain soir. Élise, debout devant son armoire, contemplait la robe bleue de la soirée à la Bibliothèque nationale. Elle n'avait rien d'autre qui convienne à une telle occasion. Son téléphone vibra. Un message de Mathieu. « Ne vous inquiétez pas pour la tenue. Madame de Saint-Brevin est plus intéressée par l'esprit que par les apparences. » Elle sourit, touchée qu'il ait deviné son anxiété. « Facile à dire quand on a une garde-robe plus grande que mon appartement, » répondit-elle. « Touchée, mais vous pourriez porter un sac en toile que vous seriez toujours la plus... » Le message s'arrêtait là. Quelques secondes plus tard, « Pardonnez-moi, je ne devrais pas. » Élise fixa l'écran, son cœur battant la chamade. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre message arriva. « La voiture passera vous prendre à 19h30. » Dans son bureau, Mathieu fixait son téléphone, maudissant sa faiblesse. Depuis l'annonce de la bourse de Lucas, quelque chose avait changé entre Élise et lui, comme si les barrières soigneusement érigées commençaient à s'effriter. « Monsieur » Louise entra avec le courrier du jour. « Un message de votre père. » Mathieu se raidit. « Depuis quand mon père envoie-t-il des lettres ?» Depuis qu'il a appris pour la bourse accordée aux frères de mademoiselle Moreau, apparemment. Il prit l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une chose dangereuse. L'écriture de son père, anguleuse et autoritaire, n'avait pas changé. À l'intérieur, une simple note. « Les erreurs se répètent, à ce que je vois. N'as-tu donc rien appris ?» La colère monta en lui, froide et familière. Son père, même en exil doré sur la côte d'Azur, après le scandale qui avait failli ruiner leur famille, continuait à vouloir contrôler sa vie. « Louise, » dit-il d'une voix calme, qui ne trahissait rien de sa rage, « pourriez-vous m'apporter les archives de la Fondation concernant les bourses d'études ?» Une heure plus tard, il avait la preuve qu'il cherchait. Lucas avait obtenu la bourse de façon totalement méritée. Son dossier était exceptionnel, ses recommandations impeccables. Que son nom soit Moreau ou Rothschild n'y changeait rien. Le soir venu, quand la voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Élise à Saint-Denis, Mathieu attendait à l'intérieur. Il sortit pour l'accueillir et son cœur manqua un battement. Elle portait une simple robe noire, probablement achetée dans une boutique de prêt-à-porter, mais elle la portait avec une grâce naturelle qui défiait toute notion de prix.
Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches encadrant son visage. « Vous êtes… » Il s'arrêta, se rappelant son message inachevé de l'après-midi. « Présentable » suggéra-t-elle avec un petit sourire. « Parfaite » dit-il simplement. Le trajet jusqu'à l'hôtel particulier de Madame de Saint-Brevin se fit dans un silence confortable. Élise regardait par la fenêtre les rues de Paris défiler, et Mathieu la regardait, elle, quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. « J'ai reçu une lettre de mon père aujourd'hui, » dit-il soudain. Elle se tourna vers lui, surprise par cette confession inattendue. « Il désapprouve la bourse accordée à Lucas. »« Je comprends, » dit-elle doucement. « Si vous pensez qu'il vaut mieux… » »« Non, » la coupa-t-il fermement. « Mon père a perdu le droit de juger mes décisions le jour où il a choisi de frauder des centaines d'investisseurs, le jour où il a trahi la confiance de ma mère, le jour où… » Il s'interrompit, réalisant qu'il en avait trop dit. Mais Élise posa doucement sa main sur la sienne. « Certaines histoires ont besoin d'être racontées, » murmura-t-elle, « même si elles font mal. » Il regarda leurs mains jointes. « Mon père manipulait les comptes de la société depuis des années. Quand ma mère l'a découvert, elle a voulu le dénoncer. Il l'a menacé de tout nous prendre, à elle et à moi. Elle est morte d'une crise cardiaque le lendemain. Le scandale a éclaté peu après. « Je suis désolée, » dit-elle, serrant sa main un peu plus fort. « Ne le soyez pas. C'est pour ça que j'ai créé la fondation, pour faire quelque chose de bien avec cet argent, pour racheter notre nom peut-être. Vous n'avez rien à racheter, Mathieu, » dit-elle avec une conviction qui le toucha profondément. Les péchés des pères ne sont pas ceux des fils. La voiture s'arrêta devant la demeure illuminée de Madame de Saint-Brevin. Avant de descendre, Mathieu retint la main d'Élise un instant. « Merci, » dit-il simplement. Elle lui sourit, et dans ce sourire, il vit tout ce qu'il avait passé des années à fuir, la possibilité du bonheur. L'hôtel particulier de Madame de Saint-Brevin, niché dans le marais, respirait l'histoire et la culture. Des tableaux de maîtres ornaient les murs, mais c'étaient les bibliothèques qui dominaient chaque pièce, leurs étagères anciennes croulant sous le poids des livres rares. « Mes chers amis », les accueillit leur hôtesse, resplendissante dans une robe de soie bordeaux. « Mathieu, vous êtes plus beau que jamais, et mademoiselle Moreau. Élise, si je peux me permettre, vous êtes ravissante dans votre simplicité. » Le compliment était sincère, dénué de la condescendance qu'Élise avait appris à reconnaître dans certains cercles. Les autres invités, une dizaine de personnes, étaient déjà réunis dans le grand salon. Élise reconnut plusieurs figures du monde littéraire parisien, un célèbre critique, 2 écrivains, un professeur de la Sorbonne. « Venez, dit Madame de Saint-Brevin en prenant Élise par le bras, je veux vous montrer quelque chose avant le dîner. » Elle les conduisit dans une petite pièce adjacente, une sorte de cabinet de curiosités littéraires. Au centre, sous une vitrine, reposait un livre à la reliure usée. « Mon plus grand trésor », annonça la vieille dame, le journal intime de Victor Hugo, celui qu'il a tenu pendant son exil à Guernesey. Élise s'approcha, fascinée. « C'est extraordinaire. Comment… Il appartenait à la mère de Mathieu, » dit doucement Madame de Saint-Brevin. « Claire me l'a confié peu avant sa mort. » Mathieu, qui était resté silencieux, s'approcha à son tour. « Je l'ignorais, » murmura-t-il. « Votre mère savait que je le chérirais, » continua Madame de Saint-Brevin. « Mais elle a laissé une lettre. » Elle ouvrit un tiroir de son secrétaire et en sortit une enveloppe jaunie. Elle disait de ne vous la donner que lorsque vous auriez trouvé quelqu'un qui comprend vraiment la valeur des mots. Les mains de Mathieu tremblèrent légèrement en prenant l'enveloppe. Élise fit un pas en arrière. « Je devrais vous laisser… »« Non, » dit-il rapidement, « restez, s'il vous plaît. » Madame de Saint-Brevin sourit. « Je vais m'assurer que le champagne est bien frais. » Elle quitta la pièce, les laissant seuls. Mathieu ouvrit l'enveloppe avec précaution. L'écriture élégante de sa mère couvrait 2 pages. « Mon cher fils », commença-t-il à lire à voix haute, sa voix légèrement rauque, « si tu lis cette lettre, c'est que tu as enfin baissé ta garde, que tu as laissé quelqu'un voir au-delà des murs que tu as construits. » Il s'interrompit, submergé par l'émotion. Sans un mot, Élise prit sa main dans la sienne. « La vie nous blesse parfois si profondément, » continuait la lettre, « que nous pensons ne plus jamais pouvoir faire confiance.
Mais l'amour, mon fils, le véritable amour, qu'il soit pour les livres, pour la vie ou pour une personne, exige du courage. Le courage d'être vulnérable. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Mathieu. Élise serra sa main plus fort. « Je pars avec des regrets, mais aussi avec l'espoir. L'espoir qu'un jour, tu trouveras quelqu'un qui te fera redécouvrir la beauté des histoires. Quelqu'un qui comprendra que derrière ton apparente froideur se cache un cœur qui n'attend que de battre à nouveau. Ta mère était une femme extraordinaire, murmura Élise. Elle vous aurait aimé, répondit-il doucement, comme elle aurait aimé voir Lucas poursuivre ses rêves à Londres. Ils restèrent un moment en silence, leurs mains toujours entrelacées, entourés par les livres qui avaient guidé leur chemin l'un vers l'autre. « Mathieu, dit finalement Élise, je sais, l'interrompit-il. Moi aussi j'ai peur, mais ma mère avait raison. Certaines histoires valent le risque d'être blessées. » Du salon leur parvenaient les voix des autres invités, le tintement des verres, les rires. Mais dans ce petit cabinet de lecture, le temps semblait suspendu. « Si nous écrivions notre propre histoire », proposa-t-il doucement. Une page à la fois. Pour toute réponse, Élise se dressa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger comme une plume sur sa joue. « La première page vient d'être écrite », murmura-t-elle. Les semaines qui suivirent semblèrent danser comme les pages d'un livre porté par le vent. Le printemps s'installait doucement sur Paris, parsemant les jardins du Luxembourg de touches pastel et transformant les quais de Seine en promenades enchantées. Lucas préparait son départ pour Londres, alternant entre excitation débordante et moments de douce mélancolie. Un soir, alors qu'Élise rentrait de la résidence Lumière, elle le trouva en train de feuilleter de vieux albums photos. « Maman aurait adoré tout ça, dit-il sans lever les yeux. Le fait que je parte étudier à Londres, que tu aies trouvé quelqu'un qui te fait sourire comme dans ces photos. » Élise s'assit à côté de lui, regardant une image jaunie où leur mère les tenait tous les deux dans ses bras devant la mer Normande. « Elle est toujours avec nous, tu sais. »« Je sais, » répondit Lucas. « Dans ta façon de prendre soin de moi, dans mon amour des mathématiques qu'elle m'a transmis, il hésita un instant, et dans la bibliothèque de Mathieu, d'une certaine façon. »« Comment ça ? La façon dont il parle des livres, dont il les traite comme des trésors vivants, c'est exactement comme maman le faisait. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu deviens trop sage pour ton âge, petit frère. » Dans le même temps, à la Fondation Lumière, Mathieu travaillait à un nouveau projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Les grandes portes vitrées de son bureau offraient une vue imprenable sur la tour Eiffel, mais son attention était rivée sur les documents étalés devant lui. Un programme de bourse pour les étudiants en littérature. Louise examina les papiers avec intérêt. « Comme celui des sciences, avec une différence, » répondit Mathieu. « Chaque boursier sera parrainé par un membre du conseil littéraire de la Fondation, des écrivains, des professeurs, des critiques. Comme Madame de Saint-Brevin ? » « Exactement. » Il sourit. « Elle a déjà accepté d'être la marraine du programme. » Louise l'observa un moment. « Et qui dirigera ce nouveau département ?» Mathieu sortit un autre document de son dossier. « J'espérais qu'une certaine spécialiste de Victor Hugo accepterait le poste. »« Vous ne lui en avez pas encore parlé ?»« Ce soir, » répondit-il, « au dîner. » Le restaurant qu'il avait choisi était un petit bistrot près du Panthéon, loin des établissements étoilés qu'il fréquentait habituellement. Élise adorait cet endroit pour son authenticité et sa collection de livres anciens qui tapissaient les murs. Quand elle arriva, légèrement essoufflée d'avoir monté la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, elle le trouva déjà installé à leur table habituelle, près de la fenêtre. Il s'était débarrassé de sa cravate et avait roulé les manches de sa chemise, un spectacle qui la faisait toujours sourire. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il après qu'ils eurent commandé. « Encore un livre rare ?» le taquina-t-elle. « Mieux !» Il lui tendit un dossier. « Une histoire à écrire. » Alors qu'elle lisait le projet, ses yeux s'agrandissaient de surprise. « Mathieu, c'est extraordinaire. Mais le poste de directrice ? Personne ne connaît mieux la littérature et son pouvoir de transformation que toi, » dit-il doucement. Et puis, il sortit un autre document de sa serviette. L'Université Paris 8 serait ravie de voir une de leurs anciennes étudiantes reprendre ses études en parallèle. J'ai vérifié, tes crédits sont toujours valables.
Élise posa les papiers, submergée par l'émotion. « Tu as pensé à tout. »« Pas à tout, » répondit-il en prenant sa main par-dessus la table. « Je n'avais pas prévu de tomber amoureux de la fille qui pleurait en lisant Victor Hugo pendant ses pauses. Le monde semblait s'être arrêté autour d'eux. Dans la lumière tamisée du bistrot, entourés de vieux livres et du murmure des conversations, ils étaient comme les personnages d'une de ces histoires qu'ils aimaient tant. 3 mois plus tard, l'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait d'activité en ce matin d'août. Lucas, valise à la main et sac à dos sur l'épaule, se tenait devant les portes d'embarquement, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le regard. « Tu as tout ?» demanda Élise pour la 10e fois. « Ton passeport, les documents de l'école, l'adresse de ta famille d'accueil, et les numéros d'urgence, et la carte bancaire, et le petit guide de Londres que Mathieu m'a offert, » compléta Lucas en riant. « Je suis prêt, grande sœur. » Mathieu, qui se tenait légèrement en retrait, s'avança. « N'oublie pas que tu peux nous appeler à n'importe quelle heure, et si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais, » sourit Lucas, « j'ai la chance d'avoir 2 anges gardiens maintenant. » Élise serra son frère dans ses bras, essayant de retenir ses larmes. « Tu vas tellement me manquer. »« Toi aussi, » murmura Lucas, puis, se tournant vers Mathieu, « prends soin d'elle. Je te le promets, » répondit-il solennellement. Alors que Lucas franchissait les contrôles de sécurité, Mathieu prit la main d'Élise dans la sienne. Elle se blottit contre lui, laissant enfin couler ses larmes. « Il va s'en sortir admirablement, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit-elle. « C'est juste que c'est la première fois que nous sommes séparés depuis la mort de votre mère, » compléta-t-il. « Mais tu n'es plus seul maintenant. » Elle leva les yeux vers lui. « Non, je ne le suis plus. » De retour à Paris, ils se rendirent directement à la Fondation. Le nouveau département des bourses littéraires devait ouvrir ses portes dans quelques semaines, et il y avait encore tant à faire. Le bureau d'Élise, adjacent à celui de Mathieu, était déjà décoré de photographies et de livres. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Mathieu en l'entraînant vers la bibliothèque principale de la Fondation. Au centre de la pièce trônait une nouvelle vitrine. À l'intérieur, le journal intime de Victor Hugo que Madame de Saint-Brevin leur avait montré ce soir-là. « Elle nous l'a légué », expliqua Mathieu. « Pour la Fondation, elle dit que c'est sa façon de bénir notre histoire. » Élise caressa doucement la vitre. « C'est un trésor inestimable. »« Comme toi, » dit-il simplement. Elle se tourna vers lui, touchée par la simplicité de cette déclaration. « Tu sais, quand je faisais le ménage dans ton penthouse, je n'aurais jamais imaginé que la fille qui pleurait sur Les Misérables bouleverserait ma vie. » Il sourit. « Le destin écrit parfois les meilleures histoires. » En parlant d'histoire, elle sortit un manuscrit de son sac. J'ai commencé à écrire. Sur maman, sur Lucas, sur nous. Mathieu prit le manuscrit avec révérence. « Tu me laisses le lire ? Tu es le premier. » Il ouvrit la première page et lut à voix haute. Il existe des moments dans la vie où le destin nous fait un clin d'œil, où les pages tournent d'elles-mêmes pour nous mener exactement là où nous devions aller. « Ce n'est qu'un début, » dit-elle timidement. « C'est parfait, » répondit-il en l'attirant contre lui. « Comme tout ce que tu fais. » Dans la bibliothèque baignée de lumière, entourée de livres qui avaient guidé leurs pas l'un vers l'autre, ils s'embrassèrent doucement. Dehors, Paris s'éveillait sous le soleil d'août, promesse de nouveaux chapitres à écrire ensemble. 1 an plus tard, la résidence Lumière brillait de 1000 feux pour l'inauguration officielle du programme des bourses littéraires. Le hall, habituellement austère, avait été transformé en une galerie où les photos des premiers boursiers côtoyaient des citations d'auteurs célèbres. Élise, dans une robe émeraude qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux, se tenait devant le pupitre. La salle était pleine, universitaires, écrivains, journalistes, tous venus célébrer cette initiative unique. « La littérature, » commença-t-elle, « n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle nous rappelle que chaque histoire mérite d'être racontée, que chaque voix mérite d'être entendue. » Dans l'assemblée, Mathieu l'observait avec fierté. À ses côtés, Lucas, revenu de Londres pour l'occasion, souriait largement. En 1 an, il avait grandi, mûri, mais son regard pétillant restait le même. « Ce programme, » continuait Élise, « est né d'une conviction simple. Les livres ont le pouvoir de changer des vies. Ils l'ont fait pour moi.
Son regard croisa celui de Mathieu, et pendant un instant, ils se retrouvèrent dans ce couloir de service, cette nuit pluvieuse où tout avait commencé. Il y a 1 an, j'étais une femme de ménage qui rêvait de terminer ses études. Aujourd'hui, je dirige ce programme, j'ai repris mon master de lettres et mon premier roman sera publié au printemps. Des applaudissements éclatèrent. Au premier rang, Madame de Saint-Brevin essuyait discrètement une larme. Mais cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est celle de mon frère Lucas, qui étudie maintenant les mathématiques à Londres. C'est celle de nos 20 premiers boursiers qui pourront poursuivre leurs rêves littéraires. Et c'est celle d'un homme qui a compris que les plus grandes fortunes ne sont pas dans les coffres forts, mais dans les cœurs et les esprits. Elle marqua une pause, émue. Ma mère disait toujours que les livres sont des phares dans la nuit. Grâce à la Fondation Lumière, ces phares brilleront encore plus fort. La réception qui suivit fut chaleureuse et animée. Lucas racontait ses aventures londoniennes. Madame de Saint-Brevin présentait les boursiers aux personnalités présentes et même Louise s'était jointe aux festivités. Plus tard dans la soirée, Mathieu entraîna Élise vers la bibliothèque du Penthouse. L'endroit n'avait pas changé, mais il semblait plus vivant, habité par tous les souvenirs qu'ils y avaient créés. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en sortant un petit paquet de sa poche. Élise l'ouvrit délicatement. C'était une clé ancienne, attachée à un ruban de velours. « La clé de la bibliothèque ?» demanda-t-elle surprise. « La clé de notre maison » corrigea-t-il doucement. « Si tu veux bien. » Elle ne le laissa pas finir, se jetant dans ses bras. « Oui » murmura-t-elle contre son cou. « 1000 fois oui. » À cet instant, Lucas passa la tête par la porte. « Ah, enfin !» s'exclama-t-il. Je commençais à me demander quand il allait se décider. « Tu étais au courant ?» demanda Élise, stupéfaite. « Bien sûr. Qui crois-tu a aidé à choisir la clé? Il fallait bien que quelqu'un lui donne des conseils littéraires appropriés. » Ils éclatèrent de rire tous les trois, leur bonheur résonnant dans la bibliothèque comme une promesse d'avenir. Plus tard, cette nuit-là, alors que la fête touchait à sa fin, Élise et Mathieu se retrouvèrent sur le balcon du penthouse. Paris scintillait sous leurs pieds, aussi brillante que leurs espoirs. « Tu sais, » dit Mathieu en la serrant contre lui, « j'ai passé des années à fuir le bonheur, à me cacher derrière des murs de silence et de livres. Et maintenant, demanda-t-elle doucement, maintenant, je sais que les plus belles histoires sont celles qu'on ose vivre. » Elle sourit, se blottissant plus près de lui. « Alors, continuons d'écrire la nôtre. » Dans le ciel de Paris, les étoiles brillaient comme autant de pages blanches attendant d'être remplies. Leur histoire, commencée dans les larmes et la solitude, s'épanouissait maintenant dans la joie et l'amour. Car parfois, les plus beaux romans sont ceux que la vie écrit elle-même, quand on a le courage d'ouvrir son cœur à de nouveaux chapitres.